Oui, la risorsa dei stili e dei generi del che hai cominciato e ora non c'è dunque, come dicevo, un roman policier, ma penso toujours che il roman policier che non ha une, come dire, une occasion, une chance de parlare del mondo, de parlare del mondo, e effettivamente io in tant que médecin, tu dici che sei rentrato souvent nella sombra del mondo, lo hai souvent accompagnato a la mort, e che per che va vous lesi, un petit texte qui n'est pas totalement résolu. Avec qui le commissaire qui est ça sommeil justement est en train de se poser une dit même à Minza comme au Choufraï, enfin bon, etc. Et l'éveil fut brutal. Le téléphoné s'inlait chez le codicien Ura. L'ovu de l'inspectrice Béringuier era tutto tremolante. Faut venir d'abord, ou je peux y rouni, vede chez toi. Il vu le retour ai fudi a Maraval. La traversada de la ville appena eveliado, je s'incalaleio do parpagliau. Lo vegi e monteu dessus lor pisama. Lei salo jusqu'au quatrième niveau, lo porto d'Uberto. Lo visio des arzettes et rivière en plour. L'inspectrice Béringuier tout au palo. Suzanne, vous aïchez, grand Hubert sur le roue. Madelbo, qui per un covio pas un veso de cuyuna. Le cordo gros doubla sur le bagnaduero. Suo povero teto è petato come cugurdo. Sono morto più neanche ero lo pistole dei servizi che veniva di tirare su tagliero valo. C'ero pas mancato gros. C'ero foutu in lo gorzo lo 6 hour. Il y a eu le bras autour de la ipanla de Suzanne et la grumiglia che lì arrivando in Lucou. Che pas souvent che puravo d'Arno Guillem. Lo vieil ami de toujours lo avio quitato biai lo mai ore per lo favere che avio pas comprei son derei, son angueso, son desespei. Nous ai pas chaveire de chei, a dit, oh ne, migrei pas. Vous tornerai più in beitia. Adieu droli, voi m'avo bien. E nautrei avem culiona. Potei tornare quando volete, poi avremo il caffè, vai. E i perti hanno fatto un pitié di uscire dell'uomo. Zarzetto era bien domato a se ridicula. E lo Suzanne, il non sanglio ritrova. Sandro, ma putuna di mon meito a dormire. Sabei, che i pas d'une habitude, la mignardisa. Cei leva, cregio che ero per pausa dell'aigo. E poi, che ubru. Ah, ma fai un vrai travail. Mon pauvre Fonse. Alors ça raconte l'histoire, c'est un des inspecteurs qui a des problèmes et qui se suicide. Et voilà, ils apprennent, ils ont ri un peu, ils venaient, il avait pris la retraite et puis il était toujours foué au commissariat. Et puis on rigolait un peu de ça, il n'arrivait pas à s'en aller, quoi. Et puis il se suicide, donc voilà, c'est ce que raconte ce passage. La désolation de tous les collègues qui n'ont plus envie de couillonner, des couillons. Bon, alors maintenant on passe aux ampères la Combe, qui est toute, je le vois, que va te dire. Alors la Combe, c'est particulier encore. Alors lui, il a un autre parcours, c'est-à-dire qu'après, il est de Brive, enfin il est curieux, il a des parents, il y en a un qui est limousin, l'autre plutôt auvergnat. De l'Auvergne qui est juste à côté du Limousin, donc on va excuser cette Auvergne-là. Mais il écrit d'ailleurs dans les deux dialectes, notamment sa poésie. Alors il était d'abord, il est plutôt de Brive, mais il a été éleveur, donc paysan, là-bas, pas très loin de Bord-les-Orgues, vraiment dans les bornes du Limousin. Il a pendant 25 ans élevé des vaches, et puis un beau jour, il a commencé à publier des choses plutôt en français sur les maisons, etc. Il faisait de la photo, ça a intéressé des gens, et il a fait un choix tout à fait difficile et rare. Il a renoncé à son métier pour essayer de vivre de sa photographie et de sa plume. Ce qui est quand même quelque chose de rare et de méritoire. Je sais de quoi je parle. Et donc, il a commencé, pour ce qui est de l'Occitan, par publier des poèmes. Son premier recueil,
Vaure a eu le prix Jean Frérudel, décerné à Bordeaux. Malheureusement, ce prix, il est la dernière personne à l'avoir eu. J'espère bien qu'on le recréera parce que c'était un prix intéressant de beaucoup de points de vue et qui était fort ancien. Marcel Delpastre l'avait eu pour ce qui est des Limousins et Roger Ténès. Donc, ce sont souvent des petits poèmes, des poèmes courts, et il a vraiment le sens de l'image fulgurante, vraiment. L'Udeve d'Elva aurait rien que ce titre, Le devoir de l'abîme, c'est extraordinaire. C'est une image d'un des poèmes. C'est plein de choses comme ça. Des fois, on dirait des proverbes tout à fait étonnants. Bon, il faut le lire, il faut y aller, quoi. C'est de très belle poésie. Et puis, il est aussi traducteur. Je parle donc, il publie aussi en français, je parle de son œuvre occitane. Hein. Il a publié une très belle traduction de La Perle de John Steinbeck. Il a publié aussi des nouvelles. Enfin, donc, il est à la fois prosateur, traducteur, poète. Voilà. Des choses sont attendues. Il écrit beaucoup. La poésie, il y en a beaucoup à publier. Il a fait une autre traduction. Bon, on va lui demander de nous lire. Alors, je crois qu'il va nous lire un peu de prose et un peu de poésie. Per fa bună mită. Ah oui. Et que Jacques le traque. L'Henri pensava più d'arrêt, de fort de choupa, de l'endre che portava choupé, e si vava la peira che gli semblava un bon levo se li pregnava d'occo per arcar le peu petit gode. Una mestreja de ir che aveva pas credu de tenne lo fagia avançar, e quero come si show scense c'ero alarza, e da chiarbiai e c'en rendia conte resugnava la bestia che lo scegliò din giacché la scensa sciu vieia come lo zemi, che fu la bestia miera armada per l'ussa l'ana e veni de la causa che non palo jome sur sa doa samba, e lei che schuma appara der monde chauvazze per show gazze e show giustau, show vilazze, u sha villa. Dumbiai era un pau de la bestia e la bestia era un pau de ir e fagiu partida de la chola do semi, de la parei vieia, do jaubre, der vin e de l'aiga che rialava co queicchio per mie de la sarar, e Dumbiai l'enriche scentia invito come zamaico era pa arriba. E d'un pau mai, c'era esta la bestia d'arrière che scia scinti uru. E fin final che scintia uru. Uru desce itar vivent per pur mieco, come un'enza de repelida che c'abbia chita men pa ir, che c'è podia pursi, e itar una causa o d'un nome, e che è mai da co, che c'è le po, che giù peut sèche e itar ensegna. Sous l'air des zung, estendu testa et tout sur la route de Celestiu. La vieille machine de César, pauvre trop, der four la porta barrade sur daiga zialada, veginavo eitar, der mentre che perzami pasciavuma de torna che tornavo, un code mai d'una vieille rebelle de delà l'orlu. Et le cher tombé, un code mai. Nous autres, nous applanterons pas des pots d'avait tafré comme il a. La bruga de l'est condu. Beleu podriam chuna itar la terra commune d'aujourd'hui. Il n'y a pas gaire de pays plus déjana que le nostre, en charreira à fond que le monde au quitte même pas de chunaigo. Voilà, comme des aphorismes, ces petits poèmes. Alors, maintenant, on va... Donc, il y a nos écrivains, il y a notre universitaire de service, là, le Christian Bonnet. Oh, moi, ça fait longtemps que je le connais. Alors, lui, il n'a pas eu de jeunesse. Sa notice biographique, elle commence en 72, quand il commence à faire des choses intéressantes. Donc, avant, cet homme qui a quand même un peu de poil blanc est tout jeune. Il est de 72.
Je vous lis parce que je le dirais mal, depuis 1972, Christian Bonnet se consacre à la promotion de la culture occitane, à l'inventaire et à l'histoire sociale et sociolinguistique du patrimoine écrit de Languedoc, à l'histoire du livre et de la littérature occitane. Il a notamment travaillé sur les œuvres des XVIe et XVIIe siècles, Limousine et Aquitaine. Il est professeur, il est enseignant à l'université Blaise Pascal, Clermont 2. Voilà. Alors moi, quand je l'ai connu, il travaillait au CIDO, qui est l'ancêtre du CIRDOC, Centre international de documents occitans, ça devait vouloir dire à l'époque. Donc il faisait partie de cette équipe-là. Ensuite, il a eu une espèce, on peut bien dire, de traversée du désert à la préfecture de Charente, à Angoulême. Et puis, il est allé à l'université où je pense qu'il a remplacé Roger Teulat, c'est ça? Voilà, qui était un fameux linguiste et grand spécialiste des troubadours. Voilà. Alors lui, on ne va pas lui demander de lire son œuvre, mais donc c'est lui qui a fait ses recherches sur qui a retrouvé Capiote, qui a retrouvé Colin et Alisson, cette pastourelle du XVIIe siècle, qui nous faisait faute. On disait, bon, il y a un creux terrible, et nous, il nous l'a comblé un peu, ce creux limousin. Il a une vision très particulière de ces œuvres-là. Il leur donne un contenu littéraire, mais aussi un contenu politique. Alors, il n'est pas là pour en parler, par contre, ce soir, il est là pour participer, pour qu'on parle de littérature limousine d'aujourd'hui, mais ça serait bien qu'un jour, cette bibliothèque l'invite pour faire un exposé là-dessus, sur ses recherches dans cette littérature, qui sont bien passionnantes. Voilà. Alors moi, je l'ai invité aussi parce qu'un jour, dans l'ancienne bibliothèque, dans les vieux murs là-bas, au milieu des boiseries, il nous avait parlé magnifiquement de la Troussade, un des poèmes, grands poèmes bilingues de Marcel Delpas. Alors moi, j'ai la lourde responsabilité de vous présenter Jean Doméliot. Oui, parce que je suis juge et partie. Voilà. Deux questions. D'abord, est-ce bien nécessaire? Tout le monde à peu près le connaît ici. Surtout, est-ce possible en 2 minutes? Alors, il n'est pas né en 72, mais plutôt en 74, Jean Doméliot. Alors, Jean Do, c'est pas son prénom. Hein. Son prénom, c'est Jean. Et c'est Jean-Marie Maury à l'état civil. Il est Limougeot, né en 48. Pas par accident, mais par exode rural, par la logique de l'exode rural. Et ses parents venaient du sud de la Haute-Vienne, où il est revenu après avoir étudié à Toulouse les sciences politiques et puis la philosophie. Il est revenu en 1974 à Meuzac, au village de Royer, enfin juste à la lisière du village, au Méliau, qui est la terre... Il vient déjà de raconter une connerie, c'est en 71. En 71, le retour, oui. Plus vieux que Christian. Oui, c'est vrai. Et donc là, il réapprend... Il réapprend vraiment le limousin et la langue limousine, la langue occitane limousine, auprès de ces deux vieilles, auxquelles il a consacré un livre superbe, magnifique. Et puis, à partir de là, vous le savez, donc, poète paysan païen, comme il le dit, auteur de romans au début, de chroniques, d'aphorismes toujours, donc de poèmes quelque part, surtout de poèmes, enfin de chansons qui sont vraiment parmi les plus beaux textes limousins contemporains, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Donc un grand chansonnier, un grand poète. Et surtout, en tant que bibliothécaire qui a eu la chance de travailler sur les fonds du Bernard et surtout sur l'immense fonds Marcel Delpastre qu'il a eu la bonne idée de nous léguer ici à la médiathèque de Limoges pour que ce soit bien conservé et bien présenté, quoi. Eh bien, pour avoir compulsé les dizaines de cahiers, de carnets, les milliers de feuillets manuscrits du fonds Marcel Delpastre, je peux témoigner que c'est un éditeur exceptionnel et qu'il a fait une œuvre d'édition. On ne se rend vraiment pas compte du travail que peut représenter toute l'édition qu'a réalisée Jean Doméliot depuis une trentaine d'années, facilement. Et pas que sur Delpastre, hein, beaucoup d'auteurs qui sont là ce soir, et d'ailleurs des 3 auteurs invités ce soir. Mais sur Delpastre, quand on étudie le fonds Marcel Delpastre, on se rend compte de ces milliers d'heures qu'il a passées à sélectionner, trier, réécrire, enfin pas réécrire littérairement, mais regraphier ou taper à la machine, dactylographier, etc.
Donc vraiment, moi, je veux rendre hommage aussi à cet éditeur sans qui on aurait bien peu de choses en Occitan Limousin aujourd'hui. Voilà. Et bon, on ne va pas aller plus dans la biographie, plus en détail. Malgré mon orgueil, je finirai par rougir. Bon. Et ça l'autorise donc à nous lire un texte, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les autres qui soient... C'est son métier. Alors je vais vous lire un texte, moi qui est extrait d'une parodie de livre de lecture qu'on avait fait en 84 avec mon ami Jean-Marc Siméonin, car ces éditions, que seraient-elles sans l'imagerie de Jean-Marc? Et j'avais toujours été, j'étais toujours, parce qu'il y avait ça, c'était tout ce qu'il y avait comme livre de lecture dans la maison de mes vieilles, c'était ces fameux livres de lecture de l'école, ces morceaux choisis. Alors les morceaux choisis, vous savez, les travaux et les jours, la ville et la campagne, etc. Puis il y avait plein d'extraits de textes qui pour nous étaient des entités, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas extraits de romans, non, c'était vraiment une entité. Je les ai lus et relus, et j'ai dit un jour, on va faire un livre de lecture en Limousin, mais une parodie, quoi. Donc il y a tous les genres, le genre fantastique, le genre pornographique, tout y est. Tout est parodique. Et je vais vous lire un des textes qui s'appelle Le Loup Mirail. Je ferais bien de chausser mes lunettes. Quand aimez-vous vija di Lumirei per me roja, e le dunque boiravo l'uscio blu di tupi de porcellano blanco che lo piti m'aion offri per lo fieto della mai, gli aghenassaro che era pas lo mio. Foglie pelucamo, no, ribavo pas, gli bedi Lumirei, fascia de io, nassaro che era pas lo mio. Quei bleu d'ore un penchato di etau de lei festa, sulle vie Lumirei, en lu fa vira autour de sonetas, gli aiare, e giuscio bien. Comme un bietiavo che lo fa, me voglio be roja, io ma pas roja de gumei, e d'ailleurs, che voglio te roja l'altre. Tournier vija, oia de la mustassa. Vege, che gli riesce a posare lo raju su luna, un bravo travail. Che lo tieto per te mi dice che ancora, pas, mais ero pas incunegudo, e me, oia come me un air de famiglia, come dice. Ero pas quei fa parier, oia che la mustassa, segur, ma che l'uomo me semblava. Me direi di un Mireille qui des rejours et des tournants. Ah, ma tu pariez, vous disiez que quoi pas io, me connaissez, non? Tout le monde dit, me viens, j'ai dit, la viache, me vija dit, ouais, oui, vrai. Je suis que n'ai pas de chègre le rajou, qui est bien à pencha, ma louché, par contre, avant de mener ça, me rieva de tencautre. Oh, non, pas tout louché, des magasins, mes pia, per le plonger, chapaio. Quei bietio, un che vira de biei per sersa dente un lume davantage, un che primo, bebe quei limau, vere si che la rimo che prundi pa o davala de la lodona, un fait zuga la poto et le premier pied blanc et chabeio, un che vieja, un che connu. Et les donchi, un che torna pa conosce, un mandi o raja, un porche bogliatre de pensa che quei pace. Quei segur pa me. Ma che può essere le dunque lo metti che mi sembra se esce io e che lei mai vi ne butto io ma dua ma di lufio. Cogli, ero io limau, quei trabietti, si lo conosce, quei mon pai a Monase, e si n'hai pas grand souvenir d'un causa, lei ben provient photo fi de garçon, en sa mustosa. Torne vija di Lumirei, oui, quei besce, e si meretiole, se s'enfuncio, come si io ero se, o se io. Si porte la main à mes autres, la porte a me tu ma quei chamo, quei pa me malejo, a pas d'onneux e io sei marido. Quei bre che sei marido viei mon pai, e io me sei marido bien prosaune. Boom, e beh che volevi fare, me rogerei pas de ue, quei pa un drama national, me rogerei de mo, e quei tu. Ma quei robere, lo lende moment di cante mon pai se preme do mirei per tagliare sa mustassa, li vighe mon gran che lo vigiavo. En Shabarbo. Est-ce que vous lisez un deuxième texte ou on commence, on ouvre la discussion? J'ai lu tout ce que j'avais à dire. Je voudrais quand même lire un petit texte de la Marcelle.
de la Marcel avant qu'on pose les questions, qu'on parle de la littérature. Parce que c'est un texte que moi, je sens très fort de la manière qu'elle pensait les choses. C'est au début des Chants et Pagans, c'est la fin du poème Que Pays. C'est un des rares poèmes de colère de Marcel. Et elle finit en disant ça. Ei santo per che poi, ei parla da che poi, deve a te. Lei non monta più in alto che la chieda de Loire, deve a te, les tindo la voula d'un sang sur l'altre sang, quand d'autres ont crié devant io, ma que poi du herbine, d'un pays d'autun, lei pour montar, mais il fait tout crama, que la porte est barrado et le granier traplé de blanc, que fait plomb entre l'eau du linchau, que me vole pas di vegliare, ecco che duerme. Que poi duermière che l'on pu en chien mort, d'un pays che duermen sur l'arzio et la grave, d'un pays che non più d'orelia e che non più de lengo, d'un pays che se sono endormi di la miseria umana, que poi duer, che scilego de brei montavo dei chantalo cumo, quand l'on fait trappaia per de bon au trau de la maîtresse ferme, quand les transiers chient à la porte che li pochaia le peotiou, quand l'armado d'eau mort se levaia de guerre e tornaia li fa vergogna, no, se devegliaia pas. Je ne déveillerai pas, et bien que duermo, che come fai? E parlo trop de temps perché poi de mort, che sabe de mourir, che poi che cupi di lunada chi che lo sente. Alors, voilà, Marcel Delpastre plusieurs fois dit je chante pour un pays mort dans une langue morte, mais je continuerai à chanter quand même. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu ce qu'on fait tous? Le pays n'est pas mort, un certain pays est mort, mais la langue est bien évidemment en train de mourir. Alors voilà. Marcel Delpastre est la première à être applaudie ce soir, c'est notable. Alors, oui, la première question. La première question, qui est la plus compliquée finalement, et on a commencé à y répondre parce que vos biographies parlent un peu pour vous, c'est la question la plus bête qu'on puisse vous poser. Pourquoi le choix de cette langue occitane? Alors, est-ce qu'il y a un rapport familial, etc. Vous pourrez en parler un petit peu. Et puis, ça ouvre d'autres questions. Est-ce qu'on peut tout raconter avec l'occitan? Est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'il vous paraît pertinent de dire la modernité, la technologie, etc. avec l'occitan? Et puis la seconde question, mais ça lancera sans doute une autre discussion, c'est le choix de la langue, du type de langue que vous utilisez comme écrivain. Est-ce que vous utilisez la langue de la famille, ou une langue plus élargie, ou la langue du canton, ou une langue pan-limousine, pan-occitane? Et puis il y aura la question de la graphie, bien sûr. Est-ce que la graphie normalisée qui redonne sa dignité à la langue ne vous coupe pas aussi d'un certain potentiel lectorat populaire et occitanophone naturel, comme on dit, etc., etc. Donc, je pense que la discussion va se dérouler d'elle-même, mais la première question, pour commencer cette soirée, à mon avis, ça doit être: pourquoi avez-vous choisi d'écrire en occitan? Et est-ce que vous l'avez choisi? Peut-être pas. Voilà. Est-ce que vous écrivez en français par ailleurs? Je vous invite à prendre chacun un micro. Il y en a un par personne, et ce sera plus simple comme ça. Chacun peut intervenir. C'est une discussion, donc. Qui se lance? Io volevo cominciare, perché è una questione che ci abbiamo pausato. C'est une question qui se pose souvent. Ah mais, faut chaubiller, hein. Le français peut s'entendre comme ça. Non, c'est une question qui se pose comme nous pose certainement souvent. Et moi, j'ai pas de réponse à ça. L'occitan qui m'est rentré dedans, moi, c'est celui de mes patients, des gens que j'ai rencontrés au début de ma carrière de médecin. Bon, j'avais l'oreille faite à la langue un peu, parce que à Périgueux, c'était une petite ville de campagne, encore on entendait parler un peu, mais moi j'étais tout à fait d'un milieu petit bourgeois francophone, avec un père occitanophone, mais qui ne m'en a jamais dit un mot.
Il était de Nontron, de Villejalais. Je salue Jean-Pierre Rédy, parce qu'on est du même pays, finalement. Et donc, voilà. Et finalement, cette langue-là est arrivée à un moment donné, c'est ce que je dis dans la petite notice biographique, que j'ai découvert cette identité, mon identité occitane. Et en même temps, un besoin peut-être d'exprimer ça, d'écrire. Et c'est comme ça que pour moi, l'idée est venue, une idée, enfin je ne sais pas même si c'est une idée, la nécessité d'écrire en occitan. Voilà. Donc, et depuis, ça ne m'a jamais quitté. Et je n'ai jamais rien écrit en français. Et je n'écrirai jamais rien en français, certainement. Je ne peux pas, voilà, c'est clair. Donc voilà, la question est vite réglée. J'ai écrit quelques petits poèmes de jeunesse en français, mais qui ne comptent pas. Pour moi, s'exprimer, c'est s'exprimer en occitan, en limousin, puisque c'est le dialecte que j'ai appris. Et ce que vous me dites, souvent on me dit « Ah mais tu as un dialecte qui est un peu compliqué. » Je dis, mais c'est celui que j'ai appris, moi, avec les gens. Donc c'est vrai qu'il y a des mots un peu difficiles à saisir, c'est parce que c'est des mots qui m'ont été appris par des gens qui parlaient comme ça, et voilà. Hein. Et l'autre question que vous dites, est-ce qu'on reste enfermé dans son dialecte? Moi, je dis non, moi pas. Personnellement, quand j'ai le choix entre un francisme et trouver un mot qui me va bien dans un autre dialecte, j'y vais, et puis je prends ce mot, et puis voilà. C'est tout. Et ça me permet comme ça d'occitaniser complètement un texte sans lui le polluer. Alors, le mot est peut-être un peu grave avec un mot qui viendrait du français. Voilà, c'est un peu une élégance. Voilà. Monique, tu veux peut-être nous en dire un mot? Ben oui, moi, ouais, ça marche. Oui. Moi, ça m'est venu, ça m'est tombé dessus complètement. En fait, ma langue, c'est la langue de mes grands-parents qui étaient métayers vers le sud de la Haute-Vienne, pas loin de Meusac, la Vic-sur-Breuil. Et mes grands-parents ne m'ont jamais parlé qu'occitan. Moi, j'appelais ça le patois. Et ma mère m'interdisait absolument de le parler. Donc, ce qui fait que j'ai toujours entendu cette langue quand j'étais petite, même après, puisque je revenais souvent en vacances chez eux, mais je n'avais jamais parlé. Et puis un beau jour, je me suis trouvée libre du côté professionnel, conjugal et maternel. Et donc... Eh ben voilà, je ne savais pas quoi faire, donc j'avais décidé de préparer une licence de latin. Et puis il se trouve qu'un ami qui il y a assez longtemps avait été doyen de la fac à Limoges m'a dit « Mais t'es ridicule, ça va te servir à quoi? Pourquoi tu ne fais pas une licence d'occitan ?» Là, je tombais des nues parce que entre-temps, donc j'avais rencontré l'occitan, je savais enfin que mon patois c'était une langue. Et puis il m'a dit, mais renseigne-toi, ça existe. Donc j'ai préparé ça à Montpellier. Et puis ça m'a donné une culture générale, mais je suis restée fidèle à cette langue que j'ai toujours entendue autour de moi. Et j'aime tellement cette langue que je n'arrive pas à me détacher des portraits de gens que j'ai connus. Là, je suis sur un autre projet, j'essaye autre chose. Mais elle me tient au cœur, elle me tient aux tripes. Hein. C'était vraiment un hasard que je m'y mette, puisque c'est une dame que je connaissais, qui est devenue d'ailleurs une amie, qui m'avait dit un jour, mais pourquoi tu n'irais pas au cours d'occitan ? Et elle me cassait les pieds avec son occitan. Moi, j'étais dans mon patois. Et puis, bon, j'ai téléphoné pour m'inscrire. Je suis tombée sur le répondeur et qu'on parlait au patouais. Alors là, j'ai dit, mais je ne comprends plus. Et c'est là, j'y suis allée. Là, je tombe sur Jean-François Vigneault. Ça a été le coup de foudre. Et puis, je ne sais pas s'il est là. Non. Bon, et puis après, il y a eu Jean-Christophe Dourdet qui a ouvert un atelier d'écriture en occitan. Et je me suis mise à écrire des petits bouts de trucs comme ça. On en a fait... j'en ai fait un texte, c'était le Lijou d'opéra. Jean-Christophe a envoyé ça au Val d'Aran.
Bon, j'ai eu un prix, puis après, j'ai rencontré le bon Dieu, j'ai rencontré Meillot. Bon, voilà. Et puis, et puis voilà. C'est extraordinaire, un premier texte limousin ouais. de quelqu'un qui vient juste de découvrir et qui est primé au Val d'Aran. Voilà. Et les gens du Val d'Aran disaient, mais enfin, c'est pas possible, le Limousin ne fait pas partie de l'Occitanie. Et donc, alors j'ai été interviewée au Val d'Aran, j'y comprenais rien, c'était en aranais, je comprenais rien du tout. Et je ne connaissais rien sur l'histoire de la langue, sur l'histoire de la culture limousine, mais occitane, rien. Mais Yo peut en témoigner. Mais je témoigne aussi que maintenant vous êtes une érudite. Tu as appris tes licencié, master 1, master 2. Oui, enfin. bon. Tu as appris tes ancêtres les Cathares. Oui, voilà. J'ai appris, tiens, ça m'étonne, vous ne l'avez pas dit, les baroques occitans. Voilà. Grande spécialiste des baroques. Voilà. Non, mais c'est devenu un bonheur et un plaisir. Et autour de cette langue, on rencontre des tas de gens. Et je sais que j'aurais pu rester à Limoges parce que j'avais quand même quelqu'un pour me guider, pour acquérir une culture. Mais j'avais un regret énorme que je traînais derrière moi, c'était de ne pas avoir fait d'études universitaires. Donc voilà, ben, mon occitan m'a tout apporté. Voilà. Allez, est-ce que Jean-Pierre Lacombe va nous parler de son expérience? Ouais, Jean-Pierre. Oui, alors, je ne sais pas, c'est toujours difficile de parler de soi. Moi, je suis tombé... Alors, l'occitan, c'est une évidence. Effectivement, comme a dit Jean Domeillot, mon père était de Malmort, ma mère à côté de Bord-les-Orques. Donc déjà, j'entendais 2 dialectes. Notamment mes grands-parents maternels qui parlaient un français comme tout le monde, ne parlaient jamais à la maison avec les voisins. C'était vraiment systématiquement l'occitan. À Malmort, c'était encore un peu comme ça, mais des gens commençaient à voir les gens qui allaient à la ville. Alors, surtout qu'ils allaient à la ville, c'est bizarre. Et conosciuma che la puta della terra comme Marsavo déchu. Et alors moi, c'est assez compliqué parce que j'avais un père qui avait une science de la langue, qui m'expliquait des tas de trucs, et puis à la fin, il me disait, mais de toute façon, ça, c'est qu'une déformation du français. Ça, c'est aussi la terrible tristesse de la génération qui nous a précédés, auquel on a arraché sa langue. Et puis bon, ça aurait pu en rester là, et j'ai un copain un jour qui m'a dit, mais un peu militant, il m'a dit, mais, tu sais, le patois, c'est de l'occitan. Il a commencé à me filer des trucs sur les troubadours, le dictionnaire de Gonfroy. Et alors, je sais pas ce qui m'a pris, là, hein. Je suis un grand timide, on dit que les grands timides, c'est ceux qui osent le plus. J'ai dit, fais voir ce que ça donne si j'écrivais. Donc ça, j'avais 26 ou 27 ans. Puis ça a duré comme ça, j'ai écrit pendant une dizaine d'années des trucs comme ça. Bon, il s'est trouvé que finalement, ça a plu à Meillot, c'était bien. Et voilà, c'est venu comme ça, mais je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas, est-ce que j'ai bien répondu là, Et après, alors, l'histoire de pourquoi finalement... alors moi, en plus, je suis le traître de la bande, puisque j'écris aussi en français. Bah, je trouve qu'il y a des choses qui me viennent en français, d'autres qui me viennent en occitan. Donc, moi, je ne sais pas, c'est un peu comme... moi, je me définirais à ce niveau-là comme quelqu'un d'ambidextre, c'est-à-dire que... voilà, un coup, ça vient en français, un coup, ça vient en occitan. Alors, je dirais que pour la poésie, quand même, c'est surtout en occitan. C'est plus... c'est vraiment c'est la langue de l'image, quoi. C'est moins guindé. Je sais pas. Ouais, c'est vraiment la langue de la poésie pour moi. Et quel était le reste de la question? Alors, c'est même plus qu'ambidextre, puisque quand c'est en occitan, ça peut être en limousin et en auvergnat même. C'est en tridextre. Oui, alors, bon, c'est vrai aussi. Il faut dire quand même que l'auvergnat est... Bon, pour les gens qui ne connaissent pas bien les problèmes linguistiques, l'occitan, il y a plusieurs grands dialectes, mais il y a quand même surtout une très grande famille qui est le nord-occitan, qui part du limousin, qui englobe l'auvergnat, qui n'est pas toute l'Auvergne, parce qu'il y a une partie auvergnate qui parle le languedocien. Et puis après, ce qu'on appelle le vivaro-alpin, qui va jusque dans les vallées occitanes d'Italie, puisqu'il y a des occitans du côté italien. Mais ces dialectes sont vraiment très proches. On passe insensiblement de l'un à l'autre aussi. Il ne faut pas se figurer qu'il y a une barrière avec des douaniers qui disent là c'est limousin, là c'est auvergnat, là c'est limousin, là c'est gascon, etc. Il y a des grandes zones, donc on passe de l'un à l'autre. Donc quand il écrit en auvergnat ou en limousin, c'est quand même très proche. C'est quand même très proche. Je veux dire, c'est pas des... Il ne faut pas s'imaginer que les dialectes sont... Alors effectivement, entre le limousin,
le Haut-Limousin et le Languedocien des pays viticoles, en bas, il y a des différences. Mais il y en a moins avec le Languedocien d'Aurillac ou de Sarlat. Je veux dire, tout ça est relatif. Et pour le réconforter ou le conforter, puisqu'il dit je suis le petit mouton noir, là, finalement, Marcel Delpastre, non, mais il faut lui taper ça. Marcel Delpastre disait, elle, c'est, pour elle qui était poète, le poème choisit sa langue. C'est-à-dire qu'il venait dans une langue ou dans l'autre et elle suivait ce que lui donnait le poème. S'il venait dans les deux langues alternées, elle prenait les deux langues alternées. Donc voilà, Alors oui, effectivement, alors par contre, moi je suis jamais arrivé à écrire en bilingue, quoi. Il faut que ce soit d'un côté ou de l'autre. Par rapport à l'Auvergnat et au Limousin, je m'aperçois aussi qu'effectivement ce qu'on appelle le bas limousin, donc ces finales, vous avez entendu en L ou en R. Si on enlève cette accentuation, parce que finalement l'Auvergnat c'est surtout un peu moins accentué, on a une langue quand même qui est relativement homogène. Et alors après, au niveau de la poésie, bon. J'ai l'impression que ça vient et que enfin, je voudrais pas que ça paraisse prétentieux ce que je vais dire, mais moi j'ai l'impression d'avoir été choisi. C'est-à-dire que voilà, à un moment donné, on m'a mis le pied sur le cou, on m'a dit tu fais ça. Et pour des raisons personnelles, je sais que justement, j'ai essayé où j'en suis sorti à un moment donné parce que la vie a fait que, et la vie m'a passé un grand coup par les oreilles pour rester correct. Et en gros, ça m'a obligé à me remettre dans la poésie, et c'est la poésie qui m'a extrait de mes difficultés à ce moment-là. Donc je crois que c'est Manciette qui le disait, et pour moi je pense qu'on est choisi comme d'autres sont choisis peut-être pour être médecin, parce que c'est aussi une vocation. Voilà, et tu y vas, ou de toute façon si tu y vas pas, on va faire en sorte que tu vas y aller, quoi. Voilà. Alors Jean Domeillot doit répondre à cette... Alors moi je dis, chez moi on dirait Jean Domélia, chez lui on dirait Zandomélia, et à Limoges on entend souvent Jean Domeillot, si c'est pas Yann Domello. Mais est-ce qu'il doit répondre? Alors il a consacré à cette question un livre magnifique qui s'appelle Molengo. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle Molengo, où je parle de mon expérience et de la manière dont je suis venu à la langue. Mais je me rends compte que les 4 personnes qui sont là aujourd'hui n'ont pas parlé la langue petit. Ils l'ont entendu tout le temps. C'est mon cas aussi. C'est mon cas, c'est le cas de beaucoup de gens qui écrivent. Ils l'ont toujours entendu, d'une manière ou d'une autre. Et puis un beau jour, parce que quand les gens disent « Ah mais moi je la comprends, mais je la parle pas, mais je la comprends bien », et bien quand on comprend une langue, il suffit de faire le pas et on la parle. Je veux dire, quand on l'a dans l'oreille, quand on l'a toujours entendu, simplement il y a ce déclic qui manque, cette volonté, les gens n'osent pas, ou bien on les a emmerdés quand ils essayaient de parler « Arrête-toi, que tu sais pas parler, pas toi, que tu sais pas plus parler, pas toi, tenir un bigot, etc. » On a combien zigouillé de gens qui auraient demandé qu'à parler, mais parce qu'on leur disait qu'ils parlaient mal, etc., au lieu de les encourager. Donc, c'est marrant, parce que tous les 4, moi c'est pareil, j'ai toujours entendu parler cette langue. À Limoges, où j'étais avec mes parents, ma mère avait des bistrots, des épiceries dans des quartiers, les gens parlaient encore la langue, on l'entendait, quoi. Il y avait beaucoup dans la conversation, beaucoup d'occitan. Et puis, quand je suis revenu à Royer en 71 après mes études, mais naturellement, je me suis mis à parler. Parce que le village encore, avec sa trentaine de personnes, ses 6 feux de paysans, la vie se faisait totalement en occitan. Je revenais, je parlais la langue des gens, mais sans problème. Et je suis sûr même que vous demanderiez aux gens de Royer, ils diraient « mais il a toujours parlé ». Même avant que je ne parle. Parce que c'est évident, quoi. C'était encore une époque bénie, où un village de 30 habitants vivait dans cette langue. Maintenant, ça n'est plus le cas. Ça a même été le cas jusqu'aux années 90. Hein. Moi, je l'ai connu, qui suis jeune. Donc, alors, pour ce qui est du choix, effectivement, comme la plupart des gens ici, on n'est pas des analphabètes. Moi, j'avais fait des études assez poussées. Donc, le français, c'est une langue que je pouvais écrire de façon convenable et même de façon littéraire. Mais revenant, pour moi, c'était une évidence aussi. C'est pas un choix parce que, alors, oui, peut-être qu'on est choisi, je ne sais pas. Mais revenant à Royer-de-Meuzac, je ne pouvais qu'écrire dans cette langue. Et j'ai écrit très peu, c'est surtout des traductions de mes textes ou des lettres aux politiques ou à l'administration qui sont en français. Mais pour ce qui est de mon œuvre littéraire, ça se fait tout
en occitan. C'est pour moi une évidence. De ce point de vue, je suis comme Jean Cagnère. Je n'envisage pas de faire œuvre littéraire en français. Oui, je voudrais rebondir sur une chose que tu as dite. Sur le côté, c'est un poncif, c'est une banalité, mais enfin, je pense que pour toi et pour moi aussi, l'écriture a été quelque chose de thérapeutique, de très violemment thérapeutique, à des moments où on avait besoin, sans doute, d'une thérapie, qu'on s'est auto-administré, hein, à travers des textes plus ou moins fantastiques, plus ou moins sombres, plus ou moins... qui exprimaient finalement des sentiments profonds et qu'il valait mieux faire sortir. Et moi, j'ai connu ça très très bien dans les premières nouvelles que j'ai écrites. Et ce n'est que quand ces nouvelles ont été finalement expurgées de moi que j'ai pu écrire des choses beaucoup plus... je n'ose pas dire souriante, parce que ça reste quand même quelquefois assez noir, comme le texte que j'ai lu, mais qui sont distanciés par rapport aux angoisses qu'on pouvait avoir. Et ça, je crois que pour moi, la langue occitane a été, de ce côté-là, très révélatrice et m'a permis de dégager de moi beaucoup d'angoisses et beaucoup de mauvaises choses qui auraient pu finalement mal tourner, quoi. Ça, c'est clair, hein. Donc, alors, je dirais une chose, moi, l'écriture, j'avais toujours su que j'écrirais un jour, curieusement. C'est peut-être pas curieux, c'est dû au fait que mon père a écrit aussi. Il n'a publié qu'un seul roman après ça, qui a été publié après sa mort, qui s'appelle L'orage et la loutre, que je vous conseille de lire, parce que là aussi, c'est quelque chose d'assez terrifiant, hein, mais qui vient d'être réédité par une jeune maison d'édition qui s'appelle L'Ogre. Et je pense que quand je l'ai relu récemment, j'ai compris pourquoi j'avais des problèmes intérieurs et qu'il valait mieux qu'effectivement moi aussi je les fasse sortir. Si je peux me permettre, pardon, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. Quand vous avez dit tout à l'heure, quand je suis arrivée à Meuzac, l'occitan, c'était une évidence. Effectivement, moi, quand j'ai commencé donc à parler, à écrire en occitan, j'habitais à Vic-sur-Breuil. C'était une évidence, cette langue allait très bien comme ça, avec mon cadre de vie. Et puis, j'étais obligée de venir vivre à Limoges. Et ça, ces messieurs pourront en témoigner. J'étais infoutue d'écrire 3 mots en occitan quand je me suis trouvée enfermée dans un appartement. Et ça m'a poursuivie assez longtemps. Jean-Pierre m'a donné des conseils. Jean Gagnère m'a expliqué médicalement d'où ça venait. Mais c'est vrai. Hein? Tu ne rappelleras pas? Bon, enfin voilà. C'était pour moi, à Vic, c'était la liberté, et mon occitan, c'est la langue de la liberté, parce que et alors là, à Limoges, j'étais obligée d'écrire en français. Et puis bon, ça y est, c'est passé.